Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 9h. Vous allez répondre à nos questions et aux questions des Français qui écoutent Sud Radio. Un deuxième Français de 22 ans parmi les bourreaux de l'Américain Peter Kassing. On pourrait connaître son identité dans la journée, c'est ce que dit le président de la République François Hollande. Le premier Français, on le sait maintenant, est Maxime Auchard, un jeune Normand. Tiens, je me demandais ce matin, en préparant cette interview, si vous aviez changé d'avis. Parce qu'en 2012, sur Canal+, vous aviez déclaré, je cite, que les fondamentalistes ne poussaient pas dans les prairies normandes, rappelez-vous. Et en juin de cette année, sur une radio de service public, vous faisiez le lien entre immigration massive et dérive fondamentaliste. Les faits sont en train de vous donner un peu tort. Non, écoutez, pas du tout. Les faits me donnent absolument raison. Là, il s'agit de Français, de souche. Écoutez, arrêtez votre cinéma, arrêtez votre cinéma. Mais ce n'est pas du cinéma. Quand je dis que c'est une réalité. Non, mais quand je dis que le fondamentalisme ne pousse pas dans les prairies normandes, c'est que ça n'est pas une production sui generis. C'est que tout à fait, évidemment, l'immigration massive a été le terreau du développement de fondamentalisme dans notre pays. Et il est temps de se regarder peut-être dans la glace. Ouais. Et peut-être de mettre nos dirigeants devant le tribunal. Pour leur demander quelle est la part de leur responsabilité dans la montée du fondamentalisme dans notre pays. Car enfin, hier, une information est intervenue. L'UOIF vient d'être considéré par les Émirats Arabes Unis, qui sont un des pays qui luttent contre le fondamentalisme islamiste, comme une organisation terroriste. Qu'est-ce que c'est que l'UOIF ? C'est une organisation qui a été créée de toutes pièces par Nicolas Sarkozy, qui a fait ainsi la courte échelle aux islamistes radicaux. Je vous rappelle qu'à l'époque, il les appelait pudiquement des orthodoxes, comme c'est joliment dit. Il en a fait, Nicolas Sarkozy, de l'UOIF, l'interlocuteur privilégié de l'État. Il voulait même leur confier une partie de la formation de 1500 imams à ces islamistes radicaux. Alors, permettez-moi de vous dire qu'on a laissé prospérer sur notre territoire, venu au travers de l'immigration massive que nous vivons depuis maintenant 30 ans, un fondamentalisme qui s'est organisé, qui s'est appuyé sur l'État et sur la complicité de nos dirigeants successifs depuis déjà un certain nombre d'années, qui ont multiplié les revendications communautaristes, qui ont multiplié leur emprise sur les prisons, sur les mosquées, sans que rien ne soit fait, ni pour les détecter, ni pour les empêcher. Aujourd'hui, on pleure sur le lait renversé. Marine Le Pen, vous savez qu'aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de venir en France, ceux que vous dénoncez, puisque c'est grâce à Internet que ces recrutements, ces embrigadements se font aujourd'hui. C'est faux. Alors vous, c'est une réalité. Non, vous qui êtes pour la liberté d'Internet, je suis désolé, mais là il y a un souci. C'est faux, monsieur, c'est faux. Ah bon ? Tous ces jeunes garçons sont passés à un moment donné ou à un autre, et les services de renseignement français le savent pertinemment, par des mosquées. Ça n'est qu'après que l'accès à Internet leur a permis de se radicaliser. Mais enfin, vous allez faire croire aux Français qu'on part comme ça en Syrie. Rien du tout. Non, mais les médias, les politiques vont faire croire aux Français que les jeunes comme ça partent en Syrie comme ça. Tout seul, sans organisation, sans réseau, sans relais. Eh bien, moi, je n'y crois pas. Voilà, et d'ailleurs, les services de renseignement français qui luttent contre le terrorisme n'y croient pas non plus. Nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, il y a des cellules de fondamentalistes dans notre pays, que personne véritablement n'ose s'y attaquer parce que c'est probablement politiquement incorrect. Qu'il y a des imams qui, dans des mosquées françaises aujourd'hui, font des prêches, en arabe d'ailleurs, qui sont des prêches d'une violence. Lesquels ? Vous avez des exemples concrets ? Non, je ne vais pas jouer, moi, les policiers, voyez-vous, car je ne suis pas journaliste, donc je laisse aux journalistes le soin de jouer le rôle des policiers, contrairement à leur charte de déontologie. Ils font ça très bien. En ce moment, c'est devenu d'ailleurs presque une habitude. C'est à la police de faire ce travail. Encore faut-il que la police ait des ordres de la part des politiques. Or, je crois que les ordres donnés par les politiques ne sont pas à la hauteur, loin s'en faut, de la menace que représente la montée du fondamentalisme islamique dans notre pays. C'est vrai dans les prisons, c'est vrai dans un certain nombre de mosquées. Je vous rappelle, permettez-moi juste un petit rappel. Allez-y, Marine Le Pen. En 2012, l'UOIF a fait son congrès. Ils avaient invité 4
prédicateurs qui appelaient au meurtre des Juifs. Pourquoi ces gens ont fini par ne pas venir? Parce que le Front National a communiqué, a fait une pression sur le gouvernement telle que Nicolas Sarkozy a dû les empêcher au dernier moment de venir sur le territoire national, congrès où les femmes étaient d'un côté et les hommes de l'autre. Voilà ce qu'on a laissé faire dans notre pays depuis des années. Que fait-on, Marine Le Pen, avec l'UOIF aujourd'hui? Que faut-il faire concrètement? Parce qu'il faut bien quand même que l'État, quelle que soit sa représentation, ait des interlocuteurs du côté musulman, tout simplement. Oui, il faut dissoudre l'UOIF. Ça fait des années que je le réclame, je demande la dissolution de l'UOIF. L'UOIF est encore une fois l'organisation la représentation des fondamentalistes. Mais une fois qu'on a fait ça, on règle les problèmes. Sur notre territoire. Le problème est réglé. Non mais enfin écoutez, on n'est pas obligé d'en faire quand même l'interlocuteur privilégié de l'État quand même. Bon, il faut à un moment donné prendre ses responsabilités. Il y a toute une série d'autres mesures qu'il faut prendre maintenant pour agir contre la montée du fondamentalisme, mais on aurait dû les prendre il y a 20 ans. Quelles mesures? Permettez-moi de vous dire. Quelles mesures? Eh bien, la surveillance des mosquées, la surveillance des imams, la maîtrise de ceux qui vont prêcher en prison, ce qui aujourd'hui, à l'évidence, n'est pas le cas. La preuve, c'est que la prison est un des éléments, et on le sait, de radicalisation. Il faut mettre en place la déchéance de nationalité pour ceux qui sur notre territoire commettent des actes qui visent à embrigader. Y compris les Français de souche, y compris ceux-là qui sont les bourreaux. Alors je vais à nouveau vous dire la vérité sur votre antenne. Ceux qui ne sont pas doubles nationaux et qui sont dans cette situation sont une ultra-minorité. Mais je remarque qu'on s'en réjouit quand on arrive à en attraper un. C'est une ultra-minorité. Oui. Il y a aujourd'hui, selon les services de renseignement français, 4000 Français qui sont partis faire le djihad. Non pas 1000, 4000 Français. Dans ces 4000 Français, l'immense majorité, vous m'entendez bien, sont des doubles nationaux. Ça veut dire que ceux-là, on pourrait les déchoir de leur nationalité française et au moins ne pas les voir revenir sur le territoire. Ça nous ferait du bien. Est-ce que, justement, vous craignez par rapport à la réalité que l'on vit là aujourd'hui? On voit que ce sont des Français, donc de souche, une fois de plus, qui sont concernés. Non, c'est pas des... Est-ce que vous... Il y en a quelques-uns. Oui, non, mais là, il y en a deux là, sur cette affaire. Écoutez, très bien, si ceux-là reviennent, il n'y a pas de problème. On en fait quoi? Eh bien, on les met en prison à vie. À vie. Mais enfin, écoutez, ce sont des assassins. Vous savez de quoi on parle? On parle de gens qui ont décapité au couteau. D'accord? Décapités au couteau, c'est quand même pas anodin. Eh bien, ces gens-là doivent être emprisonnés à vie. Et ceux qui ont la double nationalité doivent être déchus de leur nationalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils partent, c'est une chose, mais que surtout, ils ne reviennent pas quand on peut éviter que ce soit le cas. Est-ce que vous craignez qu'il y ait de plus en plus de Français comme eux qui fassent ce choix? Il peut y en avoir. Vous dites qu'il y en a 4000. Bon, c'est un peu plus de 1000. Je vous dis très clairement les choses. Au niveau des chiffres officiels. Il peut y en avoir. Bon. Ils resteront anecdotiques en nombre. Ils resteront anecdotiques par rapport, encore une fois, aux chiffres, moi, qui me sont donnés par les services de renseignement et par les services de lutte contre l'antiterrorisme. Il y a une minorité, une ultra-minorité de ces jeunes qui sont exclusivement de nationalité française. Marine Le Pen, vous répondez à nos questions et aux questions des Français qui écoutent Sud Radio ce matin. Et on accueille Jean-Marie. Jean-Marie, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame Le Pen. Bonjour. Jean-Marie, votre question à Marine Le Pen. C'est une question-réflexion et qui est la continuité de ce que vous venez de dire, madame. Il arrive parfois que le FN dise des vérités indéniables concernant l'économie ou l'emploi, par exemple, ou justement des faits de société. Mais le FN dit ces choses-là très souvent très mal, d'une part, et d'autre part, l'esprit et la mentalité restent toujours étroitement liés aux casseroles verbales que traîne ce parti à travers Jean-Marie Le Pen, madame. Alors, c'est très simple. Est-ce l'un de vos projets les plus immédiats que de vous distancier officiellement de ce fond récurrent d'antisémitisme et de racisme et des durafours crématoires et autres, pour Patrick Bruel, on fera une fournée, qui sont devenus la marque de fabrique de Jean-Marie Le Pen? Est-ce que vous avez ça en projet, madame? Non mais... La dédiabolisation. Monsieur, encore une fois, je pense qu'on ne peut pas réduire ni un parti politique, ni un homme à deux phrases prononcées il y a 25 ans ou 30 ans. Quand je suis en désaccord avec Jean-Marie Le Pen, je le dis. Mais je lui accorde le fait d'avoir créé un mouvement politique qui, depuis 40 ans, seul contre tous, a permis de créer en France le débat sur des sujets qui sinon seraient
totalement occulté, ferait l'objet d'un tabou absolu. Alors bien sûr, et les uns et les autres, nous avons sûrement des défauts, mais on peut au moins nous accorder le courage de n'avoir jamais cédé devant un politiquement correct qui ferait que si nous n'existions pas ou si nous n'avions pas existé, on ne parlerait pas en France d'immigration, on ne parlerait pas en France d'islamisation, on ne parlerait pas en France d'euro, etc., etc., parce que l'UMP et le PS sont sur ce sujet tout à fait raccords et ont imposé une forme de censure dont nous subissons, il faut bien le dire, quotidiennement les assauts. Marine Le Pen, on va continuer de parler de l'actualité. On va revenir à l'actualité avec le foot rattrapé par les affaires. En Ligue 1, 15 personnes toujours en garde à vue ce matin. Des fraudes lors de transferts, des rétrocommissions à Marseille, une dizaine de personnes ou à peu près en garde à vue en Ligue 2, les clubs de Nîmes ou Dijon dans le collimateur, des matchs arrangés. Le foot français est malade, Marine Le Pen ? Oui, il est malade de l'argent. Il est malade de l'argent. Il y a trop d'argent dans le foot. Mais bien sûr, l'ultra-financiarisation du football en a fait aujourd'hui un vecteur fort de corruption et de magouille. Il y a une gigantesque opération main propre à mettre en œuvre. Mais pour cela, on fait comment ? On fait quoi alors ? Pour cela, il faudrait encore une fois rompre avec les pratiques d'ultra-financiarisation. Je signale d'ailleurs que la mise en place des paris sportifs à tout va n'a probablement pas arrangé les choses, car parce que ce sont des mannes financières qui sont absolument considérables et qui évidemment poussent certains à la tentation de la magouille, du match arrangé, etc., etc. Mais encore une fois, là où il y a énormément d'argent dans le sport, bien souvent on se rend compte que il y a derrière une kyrielle de dérives financières qui sont lourdes parce que les enjeux eux-mêmes sont extrêmement lourds. Aujourd'hui, le football, c'est international. On achète des joueurs, etc. Ça, c'est quelque chose qui est une évidence aujourd'hui. On ne peut pas lutter contre le fait qu'on aille chercher des bons joueurs à droite à gauche. Si, on peut lutter contre cela, bien sûr. On peut limiter le nombre de joueurs qu'on achète. Vous vous rendez compte quand même la manière dont on formule cela ? On achète des joueurs comme on achète un paquet de lessive ou comme on achète... On a envie d'avoir les meilleurs dans son équipe, quoi. C'est ça l'idée. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment le sens du jeu ? Est-ce que c'est ça le sens du jeu ? Aller acheter comme des marchandises les meilleurs joueurs dans le monde entier, aller d'ailleurs piller bien souvent les jeunes équipes des nations, les jeunes joueurs des nations africaines. De jeunes brésiliens ou africains qui rêvent de jouer en France, par exemple, dans les clubs français. Oui, mais ils rêvent de jouer en France parce que l'argent qu'on leur promet est gigantesque et on les abîme, ces joueurs. Et non seulement on les abîme, mais en plus on empêche un certain nombre de nations qui auraient spontanément des très bons joueurs de pouvoir être présents sur la scène internationale, parce que dès qu'un joueur a du talent, eh bien on arrive avec les paquets de millions pour aller les acheter. Moi, je veux dire, c'est une vision de la société, c'est une vraie vision de la société qui est mise en cause au travers de ce fonctionnement-là. Ça n'est pas la mienne, voilà. Ça n'est pas la vision, ça n'est pas ma vision de l'homme, ça n'est pas ma vision de la société, et ça n'est pas, bien entendu, ma vision de ce que doit être le sport. Marine Le Pen, on va accueillir Jean-Marc qui est avec nous et qui souhaite vous poser une question ce matin sur Sud Radio dans un instant. Mais avant, revenons un instant au football. Est-ce qu'il y a aujourd'hui trop de joueurs étrangers dans le foot français ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, on devrait limiter la possibilité d'aller acheter des joueurs étrangers. Mais il faut aussi limiter la possibilité, quand on a un joueur étranger qui est de qualité, de pouvoir lui accorder la nationalité française pour en faire un Français. Si vous voulez. En plus, je trouve ça profondément malhonnête, encore une fois, à l'égard des nations dont sont issus ces joueurs, qui donc n'arriveront jamais à exister sur la scène, puisqu'à chaque fois qu'ils ont un joueur de qualité, on va le chercher, on l'achète et on lui donne la nationalité de tel ou tel pays. C'est malsain, je veux dire, c'est profondément malsain, et encore une fois, c'est profondément, en fait, en réalité anti-sportif. Clairement, ouais. Je veux dire, c'est l'équipe qui a le plus d'argent, qui a le plus de chances de gagner. Mais encore faut-il qu'il y ait de très bons joueurs français en France pour que les clubs aient assez de joueurs.
Oui, et pourquoi vous croyez que ça n'est pas possible? Je ne sais pas. Je crois que la France a eu... Je ne vois pas le résultat pour l'instant. Je crois que la France a eu de gigantesques joueurs français. Pourquoi est-ce que ça ne serait plus le cas brutalement, peut-être par facilité justement, plutôt que de former des jeunes, d'investir dans des jeunes à long terme, on préfère les faire son marché. Alors on va en Afrique, au Brésil, faire régulièrement son marché, acheter des jeunes, dont d'ailleurs une grande partie termineront où exactement? Parce que après on fait le tri, on ne garde que les meilleurs, et puis les autres, après tout, ils ont qu'à retourner chez eux en ayant arrêté leurs études, etc. Enfin, je veux dire, tout ça est profondément, encore une fois, malsain, et c'est une vision qui est une vision exclusivement commerciale de l'homme. Moi, je rejette cette vision-là. Ça n'est pas la mienne. Marine Le Pen, vous répondez aux questions des Français qui écoutent Sud Radio, et on accueille Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Votre question. Bien écoutez, je vous écoute depuis tout à l'heure et moi il y a une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que, comme vos élus FN, Madame, qui ont été élus maires il y a quelques semaines, vous allez, si par malheur vous êtes élu sur une région dans le nord de la France, vous attaquer à la liberté et aux œuvres des artistes, comme cela a été fait dans le sud de la France? On a repeint une œuvre d'un artiste sans rien lui demander. Est-ce que vous allez vous attaquer aux associations des défenses des droits de l'homme qui ont été sorties d'un local, soi-disant parce que ils étaient dans un local municipal et qui n'avaient pas à être dans ce local-là? Donc ma question, est-ce que derrière, effectivement, une personne que vous êtes, très sympathique à premier égard, votre programme n'attaque pas les libertés fondamentales des hommes et des femmes dans ce pays sur la culture et sur la liberté? Permettez-moi de vous dire que nous sommes plus attachés à la liberté que n'importe qui d'autre. Vous nous avez donné 2 exemples. Le premier était clairement une erreur. Il faut rappeler où ça se trouve à chaque fois d'ailleurs. Voilà, à Hayange, il y avait une sculpture qui était extrêmement dégradée d'ailleurs et qui a été rénovée, effectivement, sans l'accord de l'artiste. Bon, c'est quand même pas un drame, faut quand même pas se raconter d'histoire, on n'est pas là, je veux dire, dans la violation des libertés de la culture. Ce que vous ne dites pas, en revanche, c'est que, par exemple, chez Monsieur Ménard à Béziers, eh bien, les musées sont gratuits depuis qu'il est arrivé à la mairie. Il a mis l'intégralité des musées gratuits, voyez-vous. Il a sauvé une librairie qui devait être fermée. La municipalité est intervenue pour sauver cette librairie. Il y a à Hénin-Beaumont un regain incroyable pour le salon de la culture où des artistes peuvent venir exposer leurs œuvres. Il y avait un monde fou et j'en ai fait d'ailleurs l'inauguration. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les municipalités à destination de l'offre culturelle. Il ne faut pas, encore une fois, caricaturer. Mais à Béziers, par exemple, plusieurs événements culturels annuels et habituels ont quand même été supprimés. Non mais lesquels? Parce que si c'est par exemple la fermeture du local, vous voyez, vous avez parlé, monsieur, de la fermeture du local de la Ligue des droits de l'homme. Ligue des droits de l'homme qui devait avoir 18 adhérents, dont l'ensemble de l'équipe municipale sortante et exclusivement d'ailleurs utilisé cette association pour faire de la politique, puisqu'ils intervenaient systématiquement par la politique. Ces gens-là ne payaient pas de loyer à la municipalité. Ils étaient en contravention. Je veux dire, on fait appliquer la loi, on va pas même se faire reprocher de surcroît de faire appliquer la loi. Bon, est-ce qu'on peut pas dire tout et l'inverse de tout? Je veux dire, nous dire que on va rompre avec les lois et en même temps nous reprocher de les appliquer. Donc tout ça, ce sont des petites manœuvres politiques de la part de certains de nos adversaires. Mais la réalité de la gestion des municipalités Front National, et je vous envoie sur le site du Front National où vous trouverez un bilan. On va en parler, voilà. Un bilan des 6 mois de gestion des municipalités FN. 6 mois seulement, monsieur. Seulement 6 mois, où en 6 mois, énormément de choses ont pu être faites concernant les impôts qui ont été stabilisés dans des villes pourtant ultra endettées, comme c'est le cas de Fréjus, des baisses d'impôts immédiates, alors même que les situations, encore une fois, financières des villes étaient précaires et objectivement, on va faire le bilan là justement, on va en profiter là. Si demain il y avait à nouveau des élections municipales, je pense que dans l'ensemble des municipalités Front National, les maires seraient réélus, mais cette fois-ci dès le premier tour. Justement, par rapport à ce bilan dont vous parlez sur ces 10 mairies conquises en mars dernier, le parti de gauche a fait son bilan lui aussi. Et il dénonce le fait qu'en matière de politique éducative, par exemple, les prix des cantines ont augmenté. Ce serait le cas, j'ai bien dit ce serait le cas, à Beaucaire, au Pontet, à Villers-Cotterêts, à Cogolin,
Plus de dictionnaires offerts par la municipalité aux élèves de CM2. À Hayange, transport scolaire plus cher. Vrai ou faux, Marine Le Pen? Non, mais écoutez, j'en sais strictement rien. Permettez-moi de vous dire que je passe pas ma vie à surveiller le bilan. Non, mais je passe pas ma vie à surveiller la gestion. Mais ça veut dire quoi? Comment dire, le coût de la cantine a augmenté. Mais on sait dans quelle situation financière sont ces villes. Vous savez, faire de la politique, c'est faire des choix. Et parfois, il y a des choix à faire. Et les choix, c'est pas forcément moins d'impôts surtout. Qui sont un peu contraints compte tenu de la situation d'endettement bien souvent de ces villes. Or cet endettement, donc il n'y a pas de solution miracle. Marine Le Pen. Non, mais attendez, il n'est pas de notre fait. Il est du fait des municipalités précédentes. Si on fait mieux que les autres, clairement on fait mieux que les autres. Prenons l'affaire du Pontet avec l'affaire des cantines scolaires. Le maire du Pontet a considéré que il ne fallait plus que la cantine soit gratuite. Ça, pour le coup, c'est un vrai choix politique, parce que c'est tout le débat sur la gratuité. Dans notre pays, on a multiplié les actes de gratuité, sauf que on s'aperçoit que quand il y a une totale gratuité, eh bien, il y a parfois un manque de respect, car ça n'est jamais gratuit. C'est toujours payé par quelqu'un. C'est bien souvent gratuit pour les uns, mais payé. Donc si on fait payer, on a du respect. Payé par les autres. Ben oui, parce que ce qui est gratuit, on n'a pas beaucoup de respect pour cela. C'est un débat que j'avais déjà eu, encore une fois, au Conseil régional d'Île-de-France. On avait fait la gratuité des livres scolaires. Eh bien, je crois qu'il faut qu'il y ait au moins un versement symbolique. Parce qu'il faut que chacun se rende compte que la solidarité ne coûte pas rien. La solidarité, c'est aussi parallèlement un sacrifice qui est fait par certains qui payent plus cher la prestation pour que d'autres puissent la payer moins cher. Mais la gratuité, à mon avis, c'est un vrai débat, c'est un vrai choix politique, mais encore une fois, ça n'a rien d'un acte antisocial, puisque au Pontet, là où le paiement symbolique a remplacé la gratuité, il y a parallèlement des aides sociales, bien sûr, qui sont accordées aux familles qui sont les plus en difficulté et qui leur permettent de prendre en charge cette toute petite prestation, parce que je crois que c'était 1 euro ou 1 euro, c'était pas non plus des sommes considérables. Donc c'est un vrai choix. Voilà. Sur le reste, permettez-moi de vous dire que je ne vais pas non plus, si vous voulez, dans le détail de chacune des municipalités. On fait le bilan, alors continuons. À Béziers, où votre ami Robert Ménard gouverne, le centre est sécurisé, c'est ce que reconnaissent tous les habitants. Lorsque Sud Radio va faire du reportage à Béziers, tous les habitants du centre-ville le disent. Voilà, on se sent plus en sécurité. En revanche, dans les quartiers autour, là, les habitants disent rien n'est fait pour nous. Rien n'est fait pour nous. Alors la vitrine, c'est ok, tout est propre. Et puis dans le fond de la boutique, rien n'est fait. Mais les choses vont être faites. Est-ce que vous savez la situation de dégradation de ces villes? Vous attendez qu'en 6 mois, l'intégralité des problèmes soit réglée? Monsieur Ménard a fait quelque chose qui me paraît aller tout à fait dans le cadre de la politique sociale, et le Front de gauche devrait peut-être, s'il était honnête, l'admettre. Il a mis en place une mutuelle municipale. Une mutuelle municipale. Il y a plein d'autres communes de droite et de gauche qui l'ont fait. Une mutuelle municipale qui a permis aux habitants, pour des sommes qui sont des sommes extrêmement abordables, de pouvoir avoir une protection sociale supplémentaire. Je veux dire, ça, ce sont des choses dont ne parle pas le Front de gauche. Donc, je veux dire, se fonder sur une analyse du Front de gauche, je pense que c'est pas je pose des questions. Non, mais d'accord, mais enfin, c'est pas tout à fait, si vous voulez, avoir une vision impartiale de la gestion des municipalités Front National. Marine Le Pen, on est ensemble jusqu'à 9h et vous répondez à nos questions, aux questions des Français qui écoutent Sud Radio, et on accueille Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Votre question à Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'était de savoir, c'était au sujet des partis politiques, là, parce qu'on s'acharne pas mal sur vous. Et vous acharnez pas mal sur l'UMP. Moi, je suis cadre de l'UMP dans le Gers, notamment. Donc, je me demandais si, pour tous ces gens politiques, que ce soit de l'UMP ou du Front National ou de gauche, est-ce qu'il serait pas plus sage d'essayer de se rassembler et de parler surtout des problèmes de la France, parce que aujourd'hui on a des sérieux problèmes, on est taxé de partout, on a un pouvoir d'achat qui diminue tous les jours, les entreprises ne s'en sortent plus en travaillant 15 heures par jour. Je pense que les sujets seraient plus judicieux que de vous entendre vous quereller en permanence les uns les autres, c'est pénible. Voilà. Donc ça deviendrait l'UMPSFN.
Ouais, par exemple. Non, mais je sais pas, je posais la question à Marine Le Pen. Oui, par exemple, ouais. Mais je ne crois pas être dans la querelle, moi. Je pense que, au contraire, le Front National s'attache à apporter des réponses aux problèmes des Français. C'est la raison, d'ailleurs, de son succès grandissant. C'est qu'en réalité, l'UMP passe sa vie à se taper dessus. D'ailleurs, en interne, le PS fait la même chose. C'est la guerre des chefs, c'est la guerre des égos. Or, nous attachons à chaque jour qui passe à porter des débats qui sont essentiels. Maintenant, on est obligé tout de même, madame, de constater que ceux qui ont été au pouvoir pendant des années ont failli dans la mission qui leur avait été confiée par les Français. Et lorsqu'on entend des responsables politiques venir promettre encore une fois, pour la 100e fois, la même chose que ce qu'ils ont promis au cours des années précédentes et qu'ils n'ont jamais mis en œuvre, il y a un moment où on perd du temps. Je veux dire, toutes ces promesses font perdre un temps fou à la France, font perdre un temps fou aux Français. Pendant qu'on promet, on n'agit pas. On n'a pas agi dans le problème pour le problème de l'immigration massive. On n'a pas agi face au problème de la montée du fondamentalisme islamique, l'abaissement de la laïcité, la disparition de l'unité et de l'indivisibilité de la France. On n'a pas agi quand notre République démocratique s'est peu à peu effondrée par l'intermédiaire du transfert de souveraineté à l'Union européenne. On n'a pas agi quand notre République sociale est devenue une sorte de vaste terrain de jeu pour les multinationales et où s'est imposée la loi du plus fort. Je veux dire, on n'a pas agi. Donc ceux qui n'ont pas agi doivent tout de même être dénoncés comme étant en partie responsables de la situation. C'est aussi le concept de responsabilité, madame, auquel l'UMP se dit toujours très attaché. Marine Le Pen, puisqu'on parle de l'UMP, tiens, si vous étiez militante de l'UMP le 29 novembre prochain, vous voteriez plutôt pour lequel entre Sarkozy, Le Maire et Mariton à la tête de l'UMP? Je pense que j'irai au bureau de poste pour renvoyer ma carte de l'UMP. Car très probablement... Ça, c'est une manière de ne pas répondre. Non, c'est une manière tout à fait de répondre. Nicolas Sarkozy va être élu. Tout le monde le sait. Bon, ce sera pas un scoop. Et à partir du jour où il sera élu... Plus ou moins largement, d'ailleurs. Il va y avoir du sang sur les murs, à nouveau. C'est-à-dire que l'UMP va subir pendant 2 ans et demi une guerre terrifiante entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Nicolas Sarkozy va exprimer toute la violence qui est la sienne dans le combat interne. Ce ne sera pas une nouveauté. Et donc, les adhérents de l'UMP seront congelés dans une situation de spectateur de ce match de catch avec le sang qui giclera pendant 2 ans et demi. Et donc leur action politique, car beaucoup au sein de l'UMP sont des adhérents ou des électeurs qui sont sincères, mais ils vont encore une fois être confrontés à la guerre des chefs et donc à l'incapacité de ce mouvement à dépasser cette guerre des chefs. Ce mouvement est inutile et sera dans les 2 ans et demi totalement l'UMP est inutile. Mais il est inutile. Oui. Puisque mais justement, Nicolas Sarkozy veut changer l'UMP. Changer de nom, changer les statuts, changer tout. Mais oui, bien sûr, on va tout changer. Tout changer pour ne rien changer. Voilà, tout changer pour refaire avec les mêmes. D'ailleurs, on voit bien son équipe. Enfin, je veux dire, ce sont exactement les mêmes personnes. On a l'impression de revoir un vieux feuilleton de télé-réalité, vous voyez. Donc, non, mais surtout, encore une fois, la guerre entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy va être terrifiante. Alors justement... c'est celui qui assassinera l'autre en vue de la primaire. Et pendant ce temps-là, l'UMP n'aborde aucune des questions qui préoccupent les Français et n'est pas en capacité d'apporter des réponses crédibles. Alain Juppé, alors c'est un peu anecdotique, vous allez me dire, mais c'est intéressant. Alain Juppé, élu homme politique de l'année par le magazine GQ. C'est mérité ou pas? Non, c'est une plaisanterie. Non, je sais pas, je vous pose la question. Oui, on pourrait l'homme politique du siècle dernier, peut-être. C'est un dinosaure, oui. Bah oui, enfin vous me direz, c'est devenu un peu traditionnel dans la vie politique française. Cela étant dit, Alain Juppé, lui au moins, on peut dire qu'il reste droit dans ses bottes et ses idées. Sur le mariage pour tous, par exemple, lui, il est clair. Ce qui n'a pas été le cas de Nicolas Sarkozy le week-end dernier. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est que je voudrais pas qu'on pense que je suis... c'est une analyse, hein, ça n'est pas dans mon esprit une injure, hein, c'est une analyse. Nicolas Sarkozy est un invertébré, politiquement. C'est-à-dire que tant qu'il a un corset, que ce soit le corset Guénaud ou le corset Buisson, il a l'air de tenir droit. Mais quand il n'a pas de corset, il s'effondre.
car cet homme n'a pas de conviction. Et la démonstration en a été donnée d'ailleurs devant cette salle. En réalité, il était arrivé pour dire tout autre chose. Cette salle qui crie abrogation en parlant de la loi Taubira, et lui dit si vous voulez, l'abrogation, pourquoi pas. Et il se soumet à la pression d'une foule car il n'a pas de conviction politique et il n'a pas de vertèbre de colonne vertébrale politique. Voilà. Est-ce que c'est un retour raté justement? Est-ce que là c'est un exemple par rapport à son retour? Est-ce que c'est un retour raté? Je crois que son retour effectivement n'est pas un succès. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'encore une fois, il ne sait pas ce qu'il a à dire. Il attend qu'on lui souffle, peut-être par la lecture des sondages, ce qui devrait constituer sa ligne politique. Mais ça n'est pas des hommes comme ça dont nous avons besoin. Si c'est ça, autant prendre un ordinateur à qui on fait faire des sondages tous les jours et puis on détermine comme ça une politique qui n'aurait aucune cohérence. En fait, cet homme n'a pas de cohérence parce qu'il n'a pas de conviction. Il est donc capable d'en changer en fonction des auditoires. L'important, c'est gagner. Ces gens-là veulent gagner. Gagner pour gagner. Mais vous aussi, vous voulez gagner. Non, mais moi, je veux gagner pour appliquer le programme que je défends. Je veux pas le pouvoir pour le pouvoir. Eux, ils passent leur vie à se dire non pas qu'est-ce que je vais faire quand je serai élu, mais comment vais-je être élu ou comment vais-je être réélu. Sur cette question de la loi Taubira et du mariage pour tous, on a bien vu que s'il devait y avoir un retour en arrière, ça créerait une inégalité, que le Conseil constitutionnel pourrait dire non, ce n'est pas possible. Non, c'est impossible. Ça, le Conseil constitutionnel ne peut pas dire non, c'est pas possible. Non. Oui, non, bon. non, parce que en France, c'est une démocratie. Enfin, normalement. Oui. Et par conséquent, c'est la volonté du peuple qui s'impose, figurez-vous. C'est pas le Conseil constitutionnel. Donc il faut supprimer le Conseil constitutionnel. Non, mais je vais vous dire, franchement, quand le Conseil constitutionnel va à l'encontre de la volonté du peuple, il est hors de ses limites. Ce qui est sûr, c'est que si la loi a été votée, la loi peut très bien disparaître. Voilà. Moi, ce que je plaide depuis longtemps, et je n'ai pas changé d'avis à la différence de Nicolas Sarkozy, et je n'ai subi, et je n'ai en tout cas cédé devant aucune pression, c'est qu'il faut une amélioration du Pacs. C'est ce que demande l'immense majorité des homosexuels. En quoi ça gêne qu'il y ait un mariage pour les homos? En quoi ça vous gêne? Mais parce que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Chacun fait ce qu'il veut. Après, les gens, s'ils veulent se marier, ils se marient. Oui, non, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais d'accord, mais la société, elle est construite sur un certain nombre de principes. Le principe, c'est que le mariage est tout à fait Mais les principes peuvent évoluer, changer. Non, mais il y a des principes qui changent pas. Si vous voulez. C'est qu'un enfant, c'est le fruit d'une femme et d'un homme. Voilà, ça oui. Oui, d'accord. Mais enfin, il serait bon de s'en souvenir tout de même. Voilà. Et que par conséquent, le mariage est venu pour stabiliser la filiation. Par conséquent, on ne peut pas appeler mariage une union qui n'a pas vocation ou qui n'a pas la capacité de pouvoir déboucher sur une filiation. Donc, il faut une amélioration du Pacs, parce que moi, je conçois tout à fait qu'il faille sécuriser la situation des couples homosexuels sur le plan notamment de la transmission du patrimoine, sur le plan du maintien des logements, etc., etc. C'est d'ailleurs encore une fois ce que demande l'immense majorité d'entre eux. Mais il faudra abroger ce mariage, cette possibilité du mariage. Pas de PMA, pas de GPA. Pas de PMA, pas de GPA. Pour les couples homosexuels, j'entends. Non, pas de PMA pour personne. Voilà, parce que c'est là encore le summum de la marchandisation dont on parlait tout à l'heure. C'est une vision de la société que je rejette profondément. Pas plus qu'un joueur de foot, un enfant n'est quelque chose que l'on peut acheter. Merci Marine Le Pen.